Il connaît la vie politique française et internationale par cœur. François-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point, bien sûr, auteur de tant de livres. Et puis alors, j'allais presque dire aussi un peu américain, hein. Vous êtes né aux États-Unis. De père américain. Qui a fait le débarquement, ouais. GI, le D-Day, le premier jour du débarquement, 6 juin 1944. Et quand il est arrivé en haut de la dune... bon, tout le monde était mort dans sa section, c'était atroce, c'est une boucherie parce qu'il était à Omaha Beach, le pauvre, il avait pris la mauvaise plage. Et ben, il a dit, en voyant la verdure, au dos de la dune, il a dit, c'est là que je veux vivre, en Normandie. Et il a épousé, il a trouvé ma mère. Made in Normandie, vous connaissez, la chanson Stone de et Chardin, c'est moi. Alors, on va passer de Stone et Chardin à Donald Trump, c'est la première fois qu'on fait ça à la télévision. Oui, mais enfin, on est dans la chanson. Oui. Parce que Trump, c'est quoi? C'est un artiste, oui, bien sûr, c'est que ça. C'est que ça au départ. Alors, simplement, on a eu le premier Trump. Attention, le deuxième Trump, c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce que depuis, c'est un professionnel. C'est-à-dire, c'était vraiment un bricolo, la première fois. Avec une bande de bras cassés, il fallait voir ses ministres. Tous presque plus ridicules les uns que les autres. Et puis, je ne parle pas de son équipe. En revanche, là, moi, ce qui me frappe déjà, c'est qu'il y a deux figures très fortes. Je ne vois pas comment, à un moment donné, il n'y aura pas des affrontements. D'abord, Elon Musk. Génie vivant. Enfin, c'est vraiment... Oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Elon Musk. Bon, qui est très particulier, ça c'est clair. Mais Tesla, c'est quand même le type qui réinvente la voiture. Voilà, il va dire, voilà... il a fait une voiture comme s'il n'y en avait pas eu avant. SpaceX, c'est quand même incroyable. Comment je vais faire pour récupérer les fusées? Il les récupère. Et donc, il a, un attrait chez les jeunes aux États-Unis très fort. Donc, il va être important auprès du président Trump. Bon, après, ça va être la guerre. Ils vont se friter. Ça ne peut pas marcher. C'est deux égos énormes. Je ne vois pas comment ils vont tenir longtemps. Mais, en tout cas, il peut se passer des choses au début et il va lancer des trucs, notamment en direction de l'espace. Moi, je trouve ça passionnant. Bon. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez J.D. Vance, James David Vance. Le vice-président. Le vice-président. Ouais. Là, vous voyez très bien d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a, je dirais pas qu'il a l'autorité sur Trump, mais il se fait pas marcher sur les pieds. Faut voir d'où il vient. Bon, il vient d'une famille de toxicos pauvres, etc. Bon, il a réussi par l'armée, par homme d'affaires, avocat, etc. Populiste, réac, etc. N'empêche qu'en 2016, pour lui, il ne savait pas trop si c'était un cynique comme Nixon ou un taré comme Hitler. Enfin, il a prononcé le mot. Il ne savait pas si c'était Nixon ou Hitler. Vous voyez le truc. Bon. Et puis, il a voté Hillary Clinton. Bon. Et après, c'est Trump, disons, qu'il a un peu récupéré. Et je pense qu'on voit très bien qu'il y a un début de construction. Vous voyez ? Oui. Et derrière, il y a quand même des gens, avec l'Heritage Foundation, etc., tout ça étant très réac d'ailleurs, mais comment dire, il y aura peut-être un peu plus de professionnels, parce qu'on ne peut pas dire qu'au départ, c'était très professionnel. Mais... vous vous souvenez, quand Trump est arrivé, c'était il y a 8 ans, la première fois, c'était quand même, il y avait un côté comique. Hein. Oui, on était un peu dans un film avec un acteur comique. Oui, mais ça va se traduire comment, ça, François-Olivier? Ça va se traduire comment? C'est-à-dire plus réac encore? Peut-être, là, il a tous les pouvoirs. Alors, il a tous les pouvoirs, il ne faut pas exagérer, parce que quand il a tous les pouvoirs aux États-Unis, un président n'a jamais autant de pouvoir qu'un Américain n'a jamais autant de pouvoir qu'un président français. Vous savez, l'Amérique, alors ça, c'est fascinant quand on entend les journalistes français. Moi, j'étais longtemps correspondant là-bas. Hein. Je me sens pas américain, ça fait plus de 10 ans que je suis pas allé, mais je connais ce pays, comme tous ceux qui ont vécu comme correspondants, qui ont été partout, etc. C'est une myriade d'États qui sont très différents les uns des autres. Passer directement du Massachusetts au Texas, mais ce sont deux mondes avec des valeurs différentes, c'est pas du tout la même chose. Texas, vous faites bousculer, marcher sur les pieds. Au Massachusetts, c'est l'espèce de politesse anglaise, etc. Et puis chacun a sa législation différente. Vous voyez, les Français ne comprennent pas ça. Ils croient que... Voilà. Donc, il n'y a pas d'unité. Et disons, ce qui a été différent dans cette campagne de Trump, parce que, à mon avis, qui était un peu meilleur que la précédente. Enfin, les campagnes, il sait être drôle. Hein. On voit que c'est toujours, il est toujours dans le showbiz. Hein. Là, l'histoire de la poubelle, l'histoire du McDonald's. Des McDo, oui, ça c'était très bon parce que c'était pour rappeler que Kamala Harris avait dit qu'elle avait travaillé dans un McDonald's. Mais toujours, on le disait, c'est toujours du show, c'est un showman. Ça reste ça quand même. Ça reste ça. Après, si vous voulez, là, quand il aura ses intuitions ou qu'il voudra faire des trucs, il y aura des gens derrière pour suivre. C'est tout. Et comme il aime que quand il décide un truc, on le fasse, ça sera fait. Mais il n'a pas tous les pouvoirs parce que, d'abord, connaissant la politique américaine, si ça foire un peu au début, il aura des problèmes avec sa propre majorité.
les républicains, vous pensez, ils sont pas tous comme ça. C'est la politique américaine, c'est comme la politique française. Hein. Il va être obligé de négocier, mais moins que dans le premier mandat. C'est-à-dire là, je dirais que il a moins de barrières. Et puis surtout, je pense qu'il a une équipe, ce qui est nouveau, parce que en 2016, il y a 8 ans, c'est un homme seul qui est arrivé à la Maison Blanche. Et il ne savait pas. Il devait appuyer sur les boutons. Ça, voilà. Donc, et puis, il croyait savoir. Donc, à mon avis, il y a eu beaucoup de micmac. Mais là, on a quelque chose qui ressemble plus à une présidence habituelle, traditionnelle, sauf qu'évidemment, il n'a rien de traditionnel, parce qu'il est très particulier. Extravagant. Ça va rester, ça. Ça va rester, les extravagances, mais il ne peut pas s'empêcher. Il va en faire tout le temps. Oui. Vous savez, il a eu des gestes très déplacés avec un micro pendant la campagne, mais il n'y a que lui qui peut faire ça, quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Immigration, il va expulser 1 million d'immigrés. Bon, ben, le problème, il y a un les problème. droits de douane, l'OTAN, il veut tout bousculer. On a l'impression qu'il veut faire des choses comme il n'a jamais fait ça. Déjà, il a commencé. Souvenez-vous, il a fait pratiquement la guerre à la Chine, une guerre économique, à la surprise générale. Hein. D'ailleurs, Biden, qui était son successeur, qui était intelligent, a suivi. Hein. Sur l'Iran, il était extrêmement violent. D'ailleurs, Biden, je le répète, qui était aussi très intelligent, a suivi. C'est-à-dire, il a eu des intuitions au milieu d'un monceau de conneries, parce qu'évidemment, il ne peut pas s'empêcher. Hein, c'est presque le pétomane, vous voyez. Vous vous souvenez de ce personnage qui faisait rire les Français autrefois, mais il peut pas s'empêcher, il est comme ça. Ça, c'est son côté animateur de télé, de show. Vulgaire en plus, très vulgaire, hein, pour des shows sur des chaînes très vulgaires. Mais il ne faut pas le sous-estimer parce que là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est très important. Et je dirais c'est important pour nous aussi. C'est-à-dire que, bon, on dit il est populiste. Évidemment, il est populiste, on est d'accord. Mais il est plus que ça. C'est-à-dire que là, il a fait une campagne, moi qui m'a rappelé beaucoup la campagne de Reagan en 1980 que j'ai suivie, qui était en fait une campagne patriote. Et c'est-à-dire que, alors que tous, par exemple, à Kamala Harris, les autres d'ailleurs, il y avait une tradition, Biden le faisait moins. Biden, en tout cas, Trump, et Biden faisait ça aussi d'une certaine manière, moins, mais on s'adresse au peuple américain en tant que tel. Il y a une Amérique. Or, aujourd'hui, nous vivons, d'ailleurs, dans notre pays, c'est pareil. On est en pleine déconstruction, tout le monde s'interroge, personne ne croit plus. Et l'idée de nation, si vous voulez, donc, l'idée de nation est importante. Le côté, je m'adresse au peuple américain, un et indivisible. Oui, comme notre République. Et ça, il l'a fait, et ça, c'est, à mon avis, une des raisons de sa popularité. Parce que les États-Unis, je dis que c'est un continent. Avec beaucoup de haine entre les États, de vieille haine recuite, et en même temps, ils entendent l'hymne américain, tout de suite ils se mettent à pleurer, le drapeau, etc. Il reste ça. Et évidemment, et les présidents continuent terminent leur discours par God bless America. Oui, Dieu vous bénisse. Oui. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est le retour de la Grande Amérique aujourd'hui? Oh non. C'est quoi? Parce que le monde a l'air d'être inquiet, et l'Europe en particulier, on va en parler, par cette espèce de retour de puissance, d'isolationnisme, qui donne une impression qu'ils ne vont plus jouer collectif, là. Non, mais il faut bien comprendre que là, il y a une crise d'identité en France, en Europe, très violente. Hein, et on n'est pas bien en Europe, ça c'est clair. Et en plus, on ne prend pas les moyens de se redresser. Aux États-Unis, il y a un peu la même chose. En moindre, mais il y a quand même la même chose. C'est-à-dire crise d'identité, émigration massive, déconstruction générale, le wokisme qui est un vrai sujet. Il fallait être particulièrement abruti, peut-être comme certains confrères français, pour penser que le wokisme, parce qu'elle se dit wokiste, elle a fait une erreur monumentale, Kamala Harris. Parce que les Américains ne sont pas wokistes. Oui, dans les universités, chez les journalistes. Elle a dit oui, je suis wokiste en riant d'ailleurs. Et ça la faisait rire. Elle trouvait ça formidable, elle répétait je suis wokiste. Ça, évidemment, ce jour-là, je pense qu'elle a vraiment perdu définitivement l'élection. Donc ça veut dire que c'est la défaite du wokisme aussi, cette victoire de Trump? C'est évident, c'est-à-dire que c'est la volonté des États-Unis de se redresser. Est-ce qu'ils ont pris le bon? Ça, c'est pas sûr. Mais il y a cette volonté de... Oui, et ils ont répondu à une sorte de discours, on peut dire, nationalisme. Vous savez, Make America Great Again, c'est le slogan de Reagan.
En 1980, ça a très bien marché. Reagan, il est resté président pendant 8 ans, avec une hyper élection populaire, triomphale. avec la presse déchaînée contre lui 24 heures sur 24, rien à foutre, il leur faisait des bras d'honneur, ils se foutaient de leur gueule. D'ailleurs, les conférences de presse, j'assistais à ça, il m'avait dit d'ailleurs, devant les journalistes, plus ils sont agressifs, plus il faut baisser la tête. C'est très bon, ça fait monter dans les sondages après. Vous voyez, donc il faisait comme ça, toujours. C'était un gros malin. Trump n'est pas trop comme ça. Hein, Trump, on voit très bien, c'est un taureau, si on montre la cape, il va foncer, voilà. Mais peut-être que par rapport à la fois précédente, il y aura une équipe avec des gens qui vont dire fais pas ci, fais pas ça. Et on voit bien, par exemple, que ça se voyait même le soir de la victoire, une espèce de grand raout qu'il a fait avec tous ses collaborateurs, notamment Vance. Et quand il prend la parole, on voit que faut pas lui marcher sur les pieds. Et à la fin, ça s'est terminé par les Village People. Ah oui, c'est l'hymne de Reagan. Oui, qui a été créé par un Français d'ailleurs. Oui, mais en même temps, c'est New York. Oui. Et Trump, c'est New York. Et c'est tout le mélange, parce que Village People, c'était toute l'Amérique. Toute l'Amérique. Il y avait le latino, il y avait le black, il y avait l'asiatique, il y avait le gay. La chanson est pas mal, hein. Oui. Franchement. Oui. Mais on a l'impression, François, ça met beaucoup de bonne humeur. Hein. Oui, mais on a l'impression qu'en France, les journalistes n'ont pas compris ce qui se passait. La presse, on voit bien qu'elle n'aime pas Trump. La presse française était contre Trump et elle n'a pas peut-être vu venir. Ouais, enfin, la presse américaine, tous les journalistes. Mais là, on voit par exemple Libé qui titrait Taylor Swift peut-elle faire perdre Trump. Vous voyez, c'était la une de Libé derrière nous là. Non, mais il y a, d'imaginer que c'était gagné d'avance pour Kamala Harris. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que Biden pouvait gagner. Mais plus dans l'état où il était devenu un peu gaga, il faut bien dire, sur la fin. Je ne savais pas qu'il était gaga. Mais non, ça s'est vu dans le débat. Mais je veux dire, avant le débat, je me disais, il peut gagner parce que le bilan n'était pas si mauvais. Et surtout, c'est quelqu'un qui lui aussi parle au peuple américain. Et on sent très bien. D'ailleurs, il avait les ouvriers. Il avait récupéré les ouvriers que Hillary Clinton avait perdu en 2016. Lui, il reprend les ouvriers. Il pouvait gagner. Et là, Kamala Harris a reperdu les ouvriers parce que ceux qu'on appelle les cols bleus. Il suffit de voir les ouvriers, vous savez, en Pennsylvanie, avec ça, et vous regardez les résultats de la Pennsylvanie, vous avez compris, ils ont passé les cols bleus, c'est ça. Oui. Non mais Kamala arrive, Donald tremble. C'était la une de Libé encore, je veux dire, contre nos amis de Libé. Hein. Mais c'est vrai que c'est toute la presse qui... j'ai de la peine pour ses confrères. Toute la presse mais non mais attendez, ces gens-là, très souvent, ils parlent pas anglais, ils savent pas ce que c'est, ou ils vont à New York, ils croient que c'est l'Amérique. Vous savez, les vieux briscards comme moi, on a été dans tous les États, on connaît, vous allez dans des trucs, ça ressemble à presque des décors de vieux films au fin fond du Sud. C'est ça aussi l'Amérique. Et cette Amérique-là, elle n'est pas woke, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et c'est évident qu'il devait y avoir une réaction. Je pense que Kamala Harris, la pauvre de toute façon, attendez, ils l'ont prise au dernier moment, ils ont sans doute pris elle parce que ça posait moins de problèmes du point de vue avec le petit magot qu'ils avaient, parce qu'il fallait pas le laisser se gaspiller, etc. Ils sont allés très vite, allez hop, et puis ils l'ont mise. Et je pense qu'elle a cru que ça se ferait. Elle n'a pas été à la hauteur. C'est quoi le problème ? Non, c'est-à-dire qu'elle a fait une campagne communautariste. Le communautarisme, c'est la lèpre qui est en train de monter en France. Hein, et je pense si on laisse faire, ça détruira ce que nos ancêtres, nos aïeux ont construit, c'est-à-dire la République laïque. Mais c'est quand même bon. Et aux États-Unis, le communautarisme est extrêmement puissant. Et je pense qu'avec le wokisme, avec le côté aussi, l'idéologie migrationiste qui est très active en France, mais qui est également très active aux États-Unis, il y a une espèce de réaction des gens qui disent attends, on va se poser à un moment donné, et puis surtout... qu'est-ce que c'est que l'Amérique ? Et je crois que c'est ça et ça, c'est une réaction que vous pouvez avoir aussi à un moment donné en Europe. Alors on dira c'est les populistes, mais par exemple, vous voyez, il y a quelque chose qui me frappe. C'est qui en Europe, ça serait quoi cette réaction ? Vous avez quelque chose qui me frappe, par exemple, en Europe. Giorgia Meloni. Non, ça pose un problème. Je suis désolé, je sais, mais le nom déjà. Bon, on va dire extrême droite. C'est une femme d'extrême droite, élue avec l'extrême droite. Il y a un problème. Quelques années avant qu'elle devienne Premier ministre, il y a un personnage exceptionnel qui est un grand homme, qui est Mario Draghi, qui était le Premier ministre de l'époque, président du Conseil, on dit là-bas, qui s'est dit, mais bon, là, je vais m'en aller, puis qu'il en avait marre, il avait l'âge qu'il a, c'est-à-dire le mien, et c'était un centriste socialisant, très sympathique, formidable. Il a pensé à l'avenir.
Hein, on n'a pas des hommes d'État comme ça en France. Et hélas, ça viendra peut-être, ça reviendra peut-être. Il dit, tiens, mais celle-là, là, elle est maligne. Bon, c'est dommage, elle est vraiment dans un parti à la con. Là. Viens voir. Et puis, il a commencé à lui parler. Il dit, vous savez, vous pouvez faire une très grande carrière en Italie parce que vous êtes très intelligente. Ce qui est vrai, paraît-il. Vous êtes très brillante. Bon, franchement, l'extrême droite, voilà. Si vous continuez à défendre Poutine, à dire vos bêtises sur l'atlantisme, il faut sortir de l'OTAN. Et puis surtout qu'il faut dépenser, parce que ça fera de la croissance, qui n'a jamais fait de la croissance. Eh ben, c'est l'ancien patron, vous savez, de la Banque européenne, Mario Draghi. Et il lui a dit, si vous faites tout ça, vous serez président du Conseil. Elle l'a fait. Elle l'a été. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 2 ans après, elle est populaire. Et elle a toujours son extrême droite avec elle. Elle se la traîne parce que c'est pas ce qu'il y a de plus brillant. Et bon, je veux pas dire que c'est nauséabond, mais c'est pas des gens avec qui c'est forcément agréable de travailler. Elle, visiblement, elle a changé. Et il y a des élections partielles de temps en temps, et elle l'emporte facilement. C'est-à-dire, vous voyez, donc, elle, voilà, c'est typiquement le type de... Alors, ça pourrait venir aussi par la gauche. Hein. Oui. Parce que si une gauche patriote, celle dont rêvait l'historien Jacques Julliard... en France, ça peut arriver par... Non, mais attendez, si il y a parce que ça peut venir de partout. Mais je pense qu'il y a la volonté... Non pas dans ce climat général de déconstruction, dans notre monde en démolition, l'Europe est en démolition, mais les États-Unis aussi, c'est un pays aussi qui a peur du déclin, qui voit très bien, excusez-moi, eux, ils sont, c'est vrai qu'ils nous tournent le dos maintenant, ils regardent moins l'Europe et ils regardent de l'autre côté du Pacifique. Et vous avez vu là-bas, on parle toujours de la Chine, mais enfin l'Inde aussi, mais c'est un développement complètement hallucinant. En plus avec les démographies qui suivent derrière, ils n'arrêtent pas de faire des enfants. Et puis vous avez l'Indonésie à côté, enfin. Bon, tout ça, c'est une... Voilà, c'est là que se fabrique aussi l'avenir du monde. L'Amérique, elle veut créer, elle veut réinventer sans arrêt l'avenir du monde parce que c'est sa marque de fabrique. Et voilà, donc elle veut provoquer une sorte de mouvement de renaissance. Oui. Est-ce que Trump est le mieux placé pour ça? Moi, franchement, je suis pas sûr. Mais enfin, en tout cas, elle aura essayé. Elle veut essayer. Oui, mais du côté de la France, comment Emmanuel Macron, face à Trump, on a vu au début de son mandat, ça se passait bien, puis après il y a eu un froid. On se dit, au fond, c'est l'anti-Macron, Trump. C'est Macron, c'est l'Europe, c'est une autre vision du monde. Tout ça n'est pas très important. Ce qui est important en politique, à mon avis, c'est que vous ayez un pays qui tourne. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que la France, ça tourne plus. Bon, vous me disiez, ça tournait pas forcément bien avant. Mais voilà, les choses sont pas améliorées. Trump, il a eu quelque chose, à mon avis, ce qui explique aussi sa réélection. Il faut jamais oublier ça, mais ça, on lit pas forcément dans les journaux français. Mais c'est que c'est une période de croissance économique forte. C'est-à-dire que tout s'arrête avec le Covid, mais avant le Covid, il y avait des sondages, il était réélu haut la main. Malgré toutes ces extravagances, toutes ces gaffes, tout ce côté ridicule qu'il avait, il est resté parce que les Américains regardent les résultats. Un peu, c'est le côté Amerloc, hein, ça, on regarde les résultats. Et les résultats, et si vous voulez, le sujet, c'est pas les relations personnelles. Le sujet, c'est quand vous avez un pays qui va pas bien, eh ben, vous pouvez toujours parler, tout le monde s'en fout. Et c'est ça que Mme Macron devrait comprendre à un moment donné, c'est-à-dire que c'est fondamental. C'est les relations humaines. Quand vous incarnez un pays qui est en difficulté, parce que la France aujourd'hui est en difficulté, eh ben ça compte pas. Et aujourd'hui, je peux pas dire que l'Amérique allait très mal, mais elle allait pas très bien. C'était pas la faute de Joe Biden qui a fait un très bon travail, notamment en essayant de travailler beaucoup sur les investissements industriels. Enfin, il est allé de l'avant. Mais voilà. Donc nous, notre problème, si vous voulez, c'est pas de dire gna 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 Trump. Enfin, c'est la réaction des médias français est stupide. Celle d'ailleurs d'un grand nombre de politiques aussi. Retroussons nos manches. Refaisons un pays qui tourne, réduisons le nombre de congés. Par exemple, je vois l'idée de supprimer un jour de congé, très bien. Rallongeons le nombre d'heures travaillées. Nous sommes le pays du monde qui travaille le moins.
Essayons de réduire nos déficits, parce que 6,1%, c'est pas très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut réduire. Mais ça ne marche pas. L'idée débile, comme quoi il suffit de dépenser plus et on aura de la croissance, on a vu le résultat. On le connaît maintenant depuis le temps. Les expériences de Mitterrand, de Chirac, enfin toutes ces de Balladur, de Macron aujourd'hui auraient dû nous apprendre que ça ne marche pas. On a de la croissance quand on gère bien. Allez, vous regardez De Gaulle. Hein, oui, c'était bien géré à l'époque. Et vous aviez une croissance de 5-6%. Oui, on a vu des réactions. On a vu des réactions à gauche. On a vu Marine Tondelier qui dit c'est l'enfer, Trump. On a vu Sandrine Rousseau qui dit c'est le masculinisme qui triomphe. C'était les plus grandes intellectuelles françaises, des puits d'intelligence et de. Je dis pas ça parce que ce sont des femmes, parce que vous auriez pu citer Thomas Porte, je sais pas qui d'autre, Émeric Caron ou qui vous voulez. Enfin, vous savez très bien que ces gens-là n'ont aucune culture, ne s'informent pas et ne vous balancent que des slogans. C'est pas ça le sujet. Moi, je veux dire, occupons-nous de la France. Oui, mais d'un autre côté, par exemple, Marine Le Pen a été très modérée dans sa réaction. On a bien senti qu'elle n'était pas trumpiste non plus. Mais oui, mais le problème n'est pas trumpiste. Occupons-nous de la France. Et comme en plus, lui, il n'est pas passionné par l'Europe et il s'en fout un peu, eh ben, essayons d'exister, nous, en tant qu'Europe, notamment sur le plan de la défense, sur le plan militaire. Quand vous pensez que vous avez quelqu'un là, Poutine, qui joue aux échecs et qui ne veut pas arrêter de progresser, hein, qui là essaye de mettre la main sur la Moldavie, de reprendre la Géorgie, pourquoi pas demain la Pologne, hein, il disait l'Ukraine et les Russes, sous prétexte qu'elle était sous la férule de la Russie dans l'histoire pendant 2 siècles. Et la Pologne, c'est pareil. Hein, et pourra dire ah bah oui la Pologne, puis après pourquoi pas les pays baltes, et puis après un bout de l'Allemagne, la RDA elle a bien été russe pendant quelques années. Mais Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine pendant 25 minutes et ça s'est très bien passé, nous dit l'Élysée, très cordial. Vous savez, ils ont parlé justement de l'Ukraine, ils ont parlé de tout ça. Je suis trop réaliste, moi, je suis trop pragmatique, je m'en fous qu'ils s'entendent parce que c'est pas vrai. Si vous voulez, tout est un problème de rapport de force, hein, et c'est vrai dans la politique française comme dans la politique américaine et aussi entre États. Et la France aujourd'hui n'a pas ce rapport de force. Et l'Europe pourrait peut-être l'avoir. Enfin, même si la France est le mouton noir maintenant, comme d'ailleurs l'Allemagne, ça a un peu changé là. Ce qui marche. Et d'ailleurs, c'est pas une histoire de droite ou de gauche parce que l'Espagne ça va pas mal aussi, socialiste. Mélanie, extrême droite. Enfin, un peu arrangé maintenant. Et puis la Pologne aussi, qui alors plutôt social-libérale, la Pologne, qui est en train de devenir aussi un État qui tourne. Tout ne va pas mal en Europe. Bon, simplement, nous, les franco-allemands, puisqu'il y avait un axe franco-allemand, vous vous souvenez, autrefois, on est un peu dans la panade. Hein, mais c'est à nous d'essayer de redresser. Et le problème, pour exister, pour parler avec Trump, il faut être fort économiquement, et je dirais, hélas aussi, militairement. C'est important. Or, l'Europe aujourd'hui, elle existe de moins en moins économiquement, parce que le rapport Draghi, on parlait de Draghi tout à l'heure, il a fait un rapport terrifiant sur la productivité en Europe. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut traiter. Alors, au lieu de dire c'est pas bien, c'est parce que le camp du bien, évidemment, il est complet. Le camp du bien, voilà, c'est ça, parce que il juge tout, il fait de la morale, et c'est pas bien Trump, mais qu'on bosse nous. Oui. Qu'on bosse, qu'on existe, qu'on s'affirme, et puis qu'on s'affirme face à une Amérique qui va peut-être, qui pense à autre chose, et puis qui regarde plutôt du côté de l'Inde, de la Chine et de l'Indonésie. Oui, mais là, je voyais ce livre, il y a les tragédies françaises, c'est le dernier sorti. Ah bah oui, on est en plein dedans. Hein, oui. C'est formidable. Tragédie française, histoire intime de la 5e République. Ouais. On voyait les visages en une. Mais là, on voyait évidemment, il y avait Macron, il y avait Hollande, il y avait Sarkozy, Chirac, et puis Mitterrand. C'est de tout ça, et la tragédie française est exprimée, mais au fond, on se dit là, aujourd'hui, le contraste peut-être avec l'Amérique ou la difficulté d'exister pour ce pays qu'est la France montre qu'il s'est passé quelque chose tout ce temps-là. Oui, mais il y a quelque chose de l'ordre de la puissance ou de la grandeur qui n'est plus. La France s'affaisse. Allez, d'accord, on est d'accord. Vous savez, les États-Unis, quand on regarde bien sur le long terme, ça va pas très bien non plus. Mais c'est pas pour ça. La France n'est pas finie, l'Amérique n'est pas finie. Et là, le message des Américains, des électeurs américains, moi, franchement, Trump, on va voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est le message des Américains, c'est l'Amérique n'est pas finie. Parce que c'était ça, en fait, le discours de Trump. Eh bien, en France, il faut aussi penser à ça. Parce que la France n'est pas finie.
voyez? Et l'idée que tout est... Enfin, ce qu'on entend sans arrêt. Enfin, et puis qu'il faut travailler moins. Et puis que, voilà, on est aux 35 heures, on va passer aux 32 heures. Et puis que les villes sont vides parce que tout le monde est en télétravail, c'est-à-dire travaille peut-être la moitié du temps. Et puis que quand on regarde les statistiques, j'ai dit tout à l'heure, mais vous savez bien, les statistiques de l'OCDE, hein, les heures travaillées par habitant, qui c'est qui est dernier? C'est la France. Ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire, si on veut être un grand pays, il faut produire. Oui. La France ne peut pas dépenser plus qu'elle ne produit, comme elle le fait depuis longtemps. C'est pas plus de droite ou de gauche, mais c'est pas l'histoire de droite ou de gauche, justement, c'est ça. Vous savez, Rocard, tout ça, quelles étaient les différences? C'était des gens tous les deux. Et regardez, voilà, il faut faire ça. Alors, vous me direz, ils n'ont été élus ni l'un ni l'autre. Mais ils pouvaient avoir des solutions communes. Simplement, il y en a un qui était plus social que l'autre. Mais ça, c'est la petite différence. Mais je veux dire, le vrai sujet, c'est qu'on se retrouve tous ensemble et que la réponse à Trump, au lieu de faire les autres avec leur... on a l'impression que c'est une secte satanique qui est arrivée au pouvoir et les gens que vous citez, là, ils sont allés avec leur ail pour essayer de faire partir le démon. Mais c'est pas ça le sujet. Bossons. Alors je sais, c'est vrai que Madame Rousseau dit que c'est mieux pour la planète de ne pas travailler parce que c'est... Mais non, je vous assure, il faut, si on aime la France, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aiment la France, c'est le temps maintenant de retrousser les manches et d'y aller. Oui, regardez, la une de ce magnifique magazine où vous êtes l'éditorialiste, voilà. C'est Kamel Daoud. Kamel Daoud, qui est un grand écrivain. On peut dire un mot sur Kamel Daoud. C'est le grand écrivain français aujourd'hui. Voilà, c'est un grand intellectuel français. Il y a tellement d'imposteurs, de faisans dans ce qu'on appelle l'intelligentsia française. Et lui, voilà, il est dans le camp du bien, si vous voulez, mais le vrai camp du bien. Le bien, voilà. Pas ces gens qui font la morale sans arrêt. Et il a écrit un roman formidable, il s'appelle Houri, où il raconte une page, comment dire, oui, on n'a pas le droit d'en parler. Vous savez, en Algérie, il y a eu la guerre civile, 150 000 morts, des islamistes, avec toute une série d'ailleurs de médias français totalement idiots et abrutis et désinformés qui nous racontaient que c'était le régime, je ne défends pas, le régime d'Alger, corrompu, tout ce que vous voulez, etc., d'accord, mais c'est lui qui aurait tué tous ces pauvres Algériens. Tout le monde sait que ce sont les islamistes. Et simplement, à un moment donné, le gouvernement algérien a décidé de faire la réconciliation nationale. Donc, cette espèce de guerre civile dans les années 90, il n'y a pas eu de jugement après. Voilà, et les islamistes sont revenus dans la société et font ce qu'ils veulent. Et ça, il ne faut pas en parler. C'est interdit d'en parler. Et lui, il fait parler tous ces morts. Tous ces morts qui n'ont pas le droit d'exister. Kamel Daoud, Houri. Très grand roman, prix Goncourt, hein, c'est un jury Renaudot qui vous le dit, et qui vous le dit, prix Goncourt 2024, un très grand livre, Houri de Kamel Daoud. Voilà. Merci. Grand intellectuel français et grand écrivain français. François-Olivier Gisbert était notre invité pour commenter cette actualité foisonnante avec son style qu'on aime. Merci François-Olivier. Merci.